En droit français, le système applicable est celui de l'opportunité des poursuites, opposé à la légalité des poursuites, qui laisse donc une marge d'appréciation au procureur de la République. Celui-ci reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Si le procureur de la République estime que les faits constituent une infraction, dont l'auteur est identifié et que son adresse est connue, il peut soit classer sans suite, si des circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient, soit mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit poursuivre. Voyons d'abord le classement sans suite. Le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur décide de ne pas poursuivre. Il doit aviser les plaignants et les victimes, si elles sont identifiées, de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui justifient le classement sans suite. Il existe deux catégories de causes susceptibles de justifier un classement sans suite, des causes objectives ou légales et des causes subjectives. S'agissant des causes objectives ou légales, celles-ci apparaissent lorsqu'il n'y a pas d'infraction, en raison du défaut d'éléments constitutifs ou de l'existence d'une cause d'irresponsabilité, ou lorsqu'il existe une cause strictement légale s'opposant aux poursuites, par exemple lorsque les faits sont amnistiés, prescrits, ou que leur auteur est décédé, ou enfin lorsqu'il n'est pas possible d'en découvrir les auteurs. S'agissant des causes subjectives, celles-ci sont celles qui incarnent plus exactement la notion d'opportunité des poursuites. Le procureur va alors apprécier plusieurs éléments, tels que la gravité du préjudice subi ou du trouble causé à l'ordre public, la personnalité de l'auteur présumé. Sa décision devra être motivée. Le classement sans suite n'est pas une décision juridictionnelle définitive et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée. Si le procureur reçoit de nouvelles informations, il peut, jusqu'à l'expiration du délai de prescription, revenir sur son appréciation initiale et exercer des poursuites. Il existe un recours contre la décision de classement sans suite au profit des personnes qui ont dénoncé les faits. Ce recours, hiérarchique, est formé devant le procureur général qui a deux choix, soit enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites, soit décider que le recours est infondé. Il s'agit d'une décision administrative et non juridictionnelle. Voyons maintenant ce que sont les alternatives aux poursuites. Et pour ce faire, nous devons distinguer le classement sous condition de la composition pénale. S'agissant du classement sous condition, il suit la procédure du classement sans suite, mais sous condition. Le procureur de la République peut décider de mettre en œuvre une ou plusieurs mesures alternatives s'il estime qu'elles sont susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. L'alternative est décidée avant la décision sur l'action publique, si bien que le procureur pourra envisager par la suite de poursuivre ou non, notamment en fonction de l'échec ou de la réussite de la mesure choisie. Le contenu de ces alternatives est extrêmement varié. Le rappel à la loi, il s'agit d'un rappel du contenu de la loi violée, de la peine encourue et du risque de poursuite en cas de réitération. L'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle qui consiste à l'accomplissement par l'auteur des faits et à ses frais d'un stage de citoyenneté ou d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants ou de sensibilisation à la sécurité routière. La régularisation dynamique d'une situation qui consiste à faire cesser l'état de non-droit dans lequel se trouve l'auteur des faits, qui devra alors demander un titre de séjour, passer son permis de conduire ou démolir une construction illicite. La réparation du dommage causé par l'infraction, qui implique une réparation matérielle ou pécuniaire du tort causé. La médiation pénale, qui n'est possible qu'avec l'accord de la victime ou à sa demande, notamment pour les victimes de violences conjugales. La médiation n'est possible que si la victime en fait expressément la demande. La mission de médiation doit être confiée à un tiers. Enfin, l'obligation de résider hors du domicile familial et de ne pas y paraître. S'agissant de la composition pénale, elle constitue également une alternative à la poursuite. Elle consiste en une proposition faite par le procureur de la République à un mis en cause qui aura préalablement reconnu sa culpabilité et validée par le président du tribunal auquel cette proposition sera soumise.
les mesures pouvant être prises dans le cadre de la composition pénale sont listées par le Code de procédure pénale. Voyons enfin la décision de poursuivre. Cette décision se décline de plusieurs façons. Le procureur peut saisir un juge d'instruction si des investigations complémentaires lui paraissent nécessaires, ou saisir directement la juridiction de jugement si la procédure est en état d'être jugée. S'agissant de la saisine d'un juge d'instruction, cette instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière délictuelle, et elle ne peut avoir lieu en matière contraventionnelle que si le procureur de la République la requiert. Le juge d'instruction est saisi par un réquisitoire introductif, acte par lequel le procureur de la République requiert le juge d'instruction d'informer, c'est-à-dire de diriger une enquête tendant à la manifestation de la vérité et de mettre en état la procédure. Ce réquisitoire introductif est un document écrit, daté et signé, qui peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Il mentionne également la qualification des faits pour lesquels une instruction est demandée. Le juge d'instruction est saisi in rem, c'est-à-dire uniquement pour les faits visés au réquisitoire. Par la suite, s'il découvre d'autres faits, le juge d'instruction ne pourra étendre lui-même sa saisine. Il devra demander au procureur de la République un réquisitoire supplétif qui viendra élargir son champ de compétences. S'agissant de la saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République, 3 situations doivent être distinguées, le choix du procureur variant en fonction de l'urgence qui préside au jugement de la procédure. Voyons ce que sont les procédures rapides, telles que la comparution immédiate et la convocation par procès-verbal. Les 2 procédures s'appliquent lorsque les faits sont en état d'être jugés. Elles permettent un jugement rapide des affaires pénales. Dans les 2 hypothèses, la personne poursuivie doit au préalable être déférée, c'est-à-dire présentée sous escorte devant le procureur de la République. Si la personne était placée en garde à vue, ce défèrement a lieu le jour même ou au plus tard dans les 24 heures de la fin de garde à vue. Ce dernier constate l'identité de la personne, recueille ses déclarations et s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, saisit le tribunal correctionnel selon l'un des 2 modes de saisine. La personne est informée qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat. Ce dernier peut consulter le dossier et si la personne déférée n'a pas souhaité être assistée d'un avocat, elle peut également consulter la procédure. Dans les 2 cas, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience. Sont exclus de ces procédures les mineurs, ainsi que les délits de presse, les délits politiques, les crimes et les contraventions. Elles concernent donc principalement les délits de droit commun, mais sous certaines conditions. Si l'infraction est un délit flagrant, cette procédure peut être appliquée si la peine encourue est un emprisonnement au moins égal à 6 mois. Dans les autres cas, la comparution immédiate est possible uniquement pour les délits punis d'un emprisonnement d'au moins 2 ans. Le prévenu doit être jugé sur le champ, puisqu'il est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. Il faut distinguer 2 situations. Si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur de la République peut soit laisser l'individu en liberté, soit le traduire devant le juge des libertés de la détention pour que soit ordonné son placement en détention provisoire. Cette privation de liberté ne pourra toutefois pas excéder 3 jours, puisque le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le 3e jour ouvrable suivant. À défaut, il serait remis en liberté d'office. Si la réunion du tribunal est possible le jour même, le prévenu ne peut être jugé qu'avec son accord, en présence de son avocat. S'il n'y consent pas, ou si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie le procès à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder 4 mois. Le tribunal peut alors placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. La convocation par procès-verbal est préférée par le procureur de la République lorsqu'il pense que l'intéressé peut être laissé en liberté. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, il peut traduire le prévenu devant le juge des libertés de la détention qui pourra décider de le soumettre à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou l'assigner à résidence avec surveillance électronique. Cette procédure peut être mise en œuvre pour tous les délits, quelle que soit la nature et le quantum de la peine encourue. La convocation par procès-verbal consiste, pour le procureur de la République, à inviter le prévenu à comparaître devant le tribunal
dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à 2 mois. Voyons maintenant quels sont les modes de convocation ordinaires devant le tribunal correctionnel. À la différence des procédures rapides, les procédures ordinaires ne sont pas soumises à des contraintes de délai. Ces procédures sont applicables en matière délictuelle et contraventionnelle. La convocation doit énoncer le fait poursuivi, le texte qui le réprime, le tribunal saisi, le lieu, la date ainsi que l'heure de l'audience. Elle doit préciser que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. S'agissant de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dénommée CRPC, elle permet au procureur de la République de proposer à la personne qui a reconnu les faits une peine qui, si elle l'accepte et que le président du tribunal de grande instance l'homologue, emporte les mêmes conséquences qu'un jugement de condamnation. Le recours à la procédure de CRPC n'est possible qu'à 3 conditions. Il faut que la personne ait reconnu les faits qui lui sont reprochés, qu'elle soit majeure et qu'elle soit soupçonnée d'avoir commis un délit à l'exclusion des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et des agressions sexuelles, des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des homicides involontaires et enfin des délits politiques. Si la personne accepte la proposition, soit immédiatement, soit après un délai de réflexion de 10 jours, elle doit aussitôt être présentée devant un juge. Ce dernier doit vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique. S'il décide d'homologuer la proposition, il prend, le jour même, une ordonnance motivée qui est lue en audience publique. Cette ordonnance produit les effets d'un jugement de condamnation et elle est immédiatement exécutoire. Si le juge refuse d'homologuer la proposition, en raison de ses doutes sur la culpabilité de l'individu ou sur la proportionnalité de la peine à l'infraction, ou si l'intéressé n'accepte pas la peine proposée, la CRPC échoue et le procureur de la République doit alors saisir le tribunal correctionnel en empruntant l'une des voies de droit commun, la citation directe, la convocation par procès-verbal ou la comparution immédiate. Si la victime de l'infraction est identifiée, elle doit être informée sans délai et par tout moyen de la procédure de CRPC. Elle est invitée à comparaître lors de l'audience et peut être assistée d'un avocat, notamment lorsqu'elle entend se constituer partie civile et demander la réparation de son préjudice.